Sunday Night Production. À l'occasion de l'Eco-Trail de Paris, nous avons délocalisé notre studio au premier étage de la Tour Eiffel. Et dans cet épisode, Fred va nous expliquer les bienfaits du trail et les intérêts de diversifier sa pratique du running quand on est un coureur ou une coureuse sur route. Et bien sûr, il nous donnera tous ses conseils pour s'entraîner au trail, même quand on habite dans un milieu urbain. Bien évidemment, nous avons aussi eu la chance de recueillir le témoignage de Nicolas Duel et Marilyn Nakache, les vainqueurs de l'édition 2022 sur le format 80 km. Nous avons aussi profité de cette occasion pour reprendre des nouvelles de nos chers Johan Stuck et Casquette Verte juste après leur arrivée. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré depuis le premier étage de la Tour Eiffel à l'occasion de l'Eco-Trail de Paris et à cette occasion nous allons mettre à l'honneur le trail, la nature mais aussi la déconnexion et pour m'accompagner j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va? Est-ce que tu es heureux d'enregistrer cet épisode depuis la Tour Eiffel à Paris? Je crois en plus que la dernière fois que tu es venu à Paris, toi, il n'y avait pas encore la Tour Eiffel. Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Et effectivement, je suis ravi. Je pense que, entre guillemets, j'ai jamais eu un bureau avec une aussi belle vue et je suis pas sûr de partir à la fin de l'enregistrement. Je pense que je vais prendre mes quartiers ici, parce que ça me plaît particulièrement. Ah bah écoute, on va en parler à notre producteur. S'il y a quelques bureaux, moi je suis prêt pour déménager. Avant de débriefer cette édition 2022 de l'Eco-Trail de Paris ou encore de parler d'entraînement trail, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière afin d'en savoir un peu plus sur l'histoire de l'Eco-Trail puisque personnellement, moi quand je pense au trail, j'imagine plutôt les montagnes de Chamonix ou encore le cercle de Mafate, mais pas forcément le parc de Saint-Cloud. Du coup, comment est-ce qu'est née cette idée presque, allez je vais te dire un peu saugrenue, d'organiser un trail dans l'une des plus belles villes du monde, mais aussi assez urbaine quand même? Alors, saugrenu peut-être, original sans aucun doute. Si on s'intéresse finalement à l'origine de cette course qui, comme tu le dis très bien, est quand même un peu particulière, il faut remonter à l'année 2007 où une bande d'amis trailers originaires de la banlieue parisienne a justement cette idée d'organiser une course nature sur les lieux où ils s'entraînent finalement presque quotidiennement. Et c'est ainsi qu'on a eu la première édition de l'Eco-Trail de Paris qui voit le jour en 2008 avec déjà pas moins de 735 finishers, ce qui est tout de même assez impressionnant pour l'époque parce qu'il faut bien se rappeler qu'en 2017, 2008, même si le trail est déjà pratiqué par un certain nombre de personnes, il n'est encore pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, 2008, c'est aussi l'année où un jeune coureur d'à peine 20 ans, alors encore inconnu du public, va remporter dès sa première participation l'UTMB, en s'offrant même le luxe de décrocher le record de l'épreuve. Et ce jeune coureur qui va changer l'histoire de son sport, finalement, je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est le Catalan Kilian Jornet et qui va, à cette occasion, populariser comme personne avant lui cette pratique originale et particulière de la course à pied qu'est le trail. Effectivement, même si l'ultra-trail est une discipline qui date, je crois, des milieux des années 70, elle est restée assez confidentielle jusque dans les années 2000. D'ailleurs, à cette époque, on parlait pas de trail. Tu as dû connaître, on parlait plutôt de course nature, de course en montagne. Exactement, c'était le terme d'ailleurs, on ne parlait pas du tout trail, on disait course nature, même plus course nature que course en montagne, et c'était pas forcément assimilé ou en tout cas associé à la pratique de la course à pied. Et d'ailleurs, petit aparté, la Fédération française d'athlétisme s'est très longtemps désintéressée de cette pratique qui était plutôt proche finalement dans les pratiquants et les fédés qui souhaitaient entre guillemets les englober, soit des sports de montagne, soit de la fédération de randonnée. Et ce n'est qu'après, avec l'engouement populaire, que la Fédération d'athlétisme a fait un peu prévaloir son importance et prendre cette pratique sous sa coupe.
tenté en tout cas. Je ne sais pas s'ils ont réussi encore parce que c'est vrai que les grands championnats sur trail, c'est pas encore ce qu'on peut trouver sur l'athlétisme ou sur les courses sur route. C'est encore un peu timide, mais bon, voir ce que la vie de réserve. Pour en revenir un peu à l'éco-trail, donc qui est né dans la tête de coureurs en 2007, une des particularités de cette course, c'est que depuis sa création, elle a voulu mettre en évidence les principes d'éco-responsabilité afin de sensibiliser les coureurs aux bonnes pratiques environnementales. Mais on est quand même en 2007-2008, c'est pas aussi, à l'époque, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'était pas aussi un enjeu qui est aussi important qu'aujourd'hui. Du coup, comment est-ce qu'est né un peu ce côté développement durable? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Alors, on l'a vu et on l'a dit, effectivement, l'idée a germé en 2007 et la course est réellement née, sa première édition a eu lieu en 2008. Et c'est aussi l'année de la crise financière où pour la première fois le grand public a pris conscience du besoin de repenser notre économie de manière plus responsable, plus durable. Et c'est également en 2008 que le GIEC a sorti un premier rapport sur les conséquences du changement climatique en expliquant que la crise du climat sera probablement et très certainement la plus grave crise que l'humanité va devoir affronter pendant les prochaines décennies. Et malheureusement, en 2022, soit presque 15 ans après, on se rend compte que le GIEC avait raison et que la situation climatique s'est significativement détériorée, d'où l'urgence de nous mobiliser encore plus pour défendre le climat et avoir une pratique éco-responsable. Effectivement. Aujourd'hui, l'éco-trail, c'est quand même pas mal popularisé depuis 2008. D'ailleurs, elle propose pas seulement qu'un format ultra, mais aussi d'autres courses plus accessibles. Ça va du 10 km au 80. Et d'ailleurs, cette popularité et ce côté aussi urbain divise pas mal dans la communauté des trailers. Certains préfèrent des courses un peu sauvages, un peu plus authentiques. Il y a peut-être le bon trailer et le mauvais trailer, je sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait de bons comme de mauvais, mais effectivement, entre guillemets, certains puristes feront toujours valoir que finalement, on n'est pas dans un lieu qui est purement et absolument dédié au trail. Et en ce sens-là, on pourrait dire, effectivement, on n'est pas dans la montagne, on est dans un milieu urbain, mais malgré cela, le parcours a été construit autour de sites qui sont des sites naturels où la nature est effectivement présente. On ne plante pas exprès des arbres juste pour la course qui sont retirés après. On reste sur des domaines et des sentiers, mais avec une partie où la route est présente. Mais c'est le cas d'autres trails assez renommés tels que la Saint-Élion. Et on est quand même, on le disait, dans la plus belle ville du monde et on passe par des sites assez fabuleux comme l'Observatoire de Meudon, la traversée du parc de Saint-Cloud et évidemment, on pourra dire cette arrivée au premier étage de la Tour Eiffel qui, je pense, en termes de montée, vaut des bonnes côtes qu'on peut trouver dans les Alpes. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des débats, mais je pense qu'ils sont des débats un peu annexes, mais moi je dirais simplement venez faire la course et puis après effectivement on peut concrètement discuter parce que souvent ceux qui en parlent sont pas forcément ceux qui la font. Après c'est vrai que c'est aussi une porte ouverte vers le début d'une pratique un peu plus trail, il faut bien commencer à quelque part. Si on va s'intéresser à cette édition 2022 qui nous a réservé quand même pas mal de surprises. Avant de parler un peu du résultat, un peu de ce qui s'est passé dans la course, parce que je crois que tu as pas mal de choses à nous raconter, comment étaient les conditions pour ce départ? Est-ce qu'on a assisté à une belle course, de ce point de vue-là? Alors au niveau des conditions, je pense qu'on n'était pas loin d'avoir les conditions parfaites, parce que même avec un départ à 11h, les températures restaient tout de même assez clémentes. Peut-être un peu de vent, mais déjà en discutant avec les premiers arrivants ou ceux des différentes distances, finalement... il n'était pas tant ressenti que ça. Il y avait pas de grosse gêne. C'est même plutôt agréable un peu de vent. C'est même plutôt agréable un petit peu de vent. Et c'est ce que j'ai entendu également, c'est qu'à un moment ça permettait quand même de rafraîchir au moment où la température pouvait augmenter un peu. Donc voilà, visiblement pas de gêne de ce côté-là. Un soleil resplendissant, donc c'est toujours plus agréable de courir dans ces conditions, surtout lorsqu'il tape pas fort. Et voilà, un parcours inchangé par rapport à la dernière édition. Par contre, le retour avec l'arrivée au premier étage de la Tour Eiffel qui avait été annulée lors de la dernière édition en raison de la crise sanitaire.
Alors, sur le classement, est-ce qu'il y a eu un peu de bagarre sur cette édition-là? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette course? Je parle du format Ultra 80. Alors sur le 80 km, le départ était donné à 11 heures. Et il y avait une densité assez importante pour ce départ-là, et si bien qu'on a eu les coureurs de tête qui ont été au coude à coude lors du premier passage au château de Buc. On avait une dizaine d'athlètes qui étaient globalement ensemble, et du coup avec le temps clément dont je viens de parler, les participants évoluaient dans des conditions optimales, mais après ce premier point de passage, on a vu le podium qui a commencé à se dessiner avec Nicolas Duhail qui a pris la tête et qui ne la lâchera plus jusqu'à la ligne d'arrivée au bout de 5 heures, 49 minutes et 46 secondes d'effort. Mais Bénédicte Hoffmann qui est juste derrière en seconde position à moins d'une minute derrière Nicolas, qui lui aussi a fait partie du trio de tête durant la majeure partie de l'épreuve. Et enfin, le podium est complété par quelqu'un que nous connaissons en plus particulièrement bien dans le podcast puisqu'on l'a déjà reçu. La troisième place revient à Johan Stuck qui, dans un sens, crée la surprise car il ne figurait pas forcément dans les favoris, en tout cas les prétendants au podium direct. Mais il a su s'accrocher dans le groupe de tête dès le départ et il a remonté un à un ses concurrents jusqu'à la deuxième place. Mais il a finalement été rattrapé par Bénédicte dans les derniers kilomètres. Donc voilà, une belle course avec pas mal de bagarres. Vraiment les trois premiers dans un mouchoir de poche, si on peut dire. Ce qui reste quand même pas très fréquent dans l'ultra et notamment l'ultra trail. Et on peut aussi souligner la 9e place d'Alex Boucher, alias Casquette Verte, qui a pris le départ avec une blessure. Il n'était même pas certain de pouvoir s'aligner. Et pour avoir discuté avec lui à l'arrivée, il n'est pas certain forcément de pouvoir repartir d'ici. Mais ça, on verra tout à l'heure. Et chez les femmes, la course se poursuit encore. Avec un podium pour le moment constitué de Marilyn Nakache qui a remporté la course, Camille Monnier qui finit 2e et Mélanie Galon 3e. Elles ont passé le dernier point de passage avant la Tour Eiffel et à l'heure où je vous parle même, Marilyn est déjà arrivée. Fred, je te propose qu'on fasse maintenant un honneur aux athlètes qui ont couru le format Ultra Trail. Alors, on voulait avoir sur le plateau les trois premiers. Le deuxième est allemand, malheureusement. Il parle pas français, il parle pas très bien anglais non plus, donc on pourra pas. Moi, je parle pas allemand. Je sais pas si tu as des petites notions en allemand, mais ça risque d'être compliqué. Non, elles sont scolaires, donc on va pas réussir à avoir un échange très intéressant. Du coup, je te propose qu'on accueille sans plus attendre Johan Stuck. Je crois qu'il est dans la salle. Je le vois un peu au loin. Johan, il est en train de se masser les ischios. Il est en train de se masser les ischios. Voilà, il prend soin de lui. On va avoir Nicolas qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, sa démarche nous prouve bien qu'il vient de courir 80 km. C'était pour faire croire que j'ai bien forcé. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même parce que vu la difficulté... Faut que je mette le casque. Salut Johan, comment ça va? Eh ben ça va, ça fait plaisir de vous revoir. Bah écoute, c'est partagé. Comment s'est passé cette... Je t'ai vu à l'arrivée, tu avais l'air assez marqué. Tu m'as même demandé de t'aider pour te relever. J'ai un peu galéré, je t'avoue que c'était un poids qui était pas forcément évident. Ben, comme je t'ai dit, le muscle, ça pèse lourd, donc c'est pour ça. Bon, ça doit être ça. Comment s'est passée la course alors? Est-ce que ce que disait Fred, effectivement, tu n'étais pas forcément dans les favoris. Finalement, tu as même pris la 2e place de la course. Assez impressionnant. Comment est-ce que tu t'es senti? Comment étaient les sensations? Et est-ce que finalement, tu étais venu pour en découdre? En fait, la course s'est décomposée en 4 parties. Au début, les 20 premiers, j'étais vraiment dans le gaz, j'avais pas des bonnes sensations. Après, j'ai attendu de voir comment ça se passait. Après, j'étais plutôt bien. Et puis après, j'ai eu des crampes qui sont arrivées vers le 60e. Ça, c'était pas top. Je sentais que ça bougeait un petit peu de partout. Mais pourtant, j'étais assez relâché musculairement. Et puis, j'avais fait une bonne hydratation. Et puis, bonne alimentation aussi sur la course. Et puis, sur la fin, j'ai complètement pété sur les quais. J'ai essayé d'allonger, mais ça voulait pas. Donc, je savais que derrière, ma 3e place était assurée. Mais je voulais vraiment allonger sur les quais et jouer jusqu'au bout. Au final,
Je finis à 4 minutes de la gagne et à 2 minutes de la deuxième place. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais après, refaire le match. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Alors ça, Johan, on pense toujours, je ne connais pas un athlète qui finit une course, même quand il la gagne, qui ne dit pas j'aurais pu faire mieux, parce que même quand il l'a gagné, tu connais bien l'affaire, on pense toujours qu'on aurait quand même pu faire mieux au niveau du temps. Tu as annoncé sur le réseau que c'était ta dernière participation, si je ne dis pas de bêtises, à l'Ecotrail. Est-ce que du coup, tu finis avec entre guillemets une 3e place quelle signification que ça a pour toi? Et un moment, le moment où particulièrement tu étais dans le dur, tu nous as dit qu'au 60e tu commençais à avoir des crampes. Généralement quand on a des crampes, souvent on s'arrête. Toi tu as continué. Est-ce que le fait que ce soit la dernière, ça a joué dans le fait que tu t'accroches, même si c'était un battant et que l'idée c'était pas finalement de décrocher, mais est-ce que voilà, le fait de dire c'est la dernière fois que tu vas voir la Tour Eiffel dans ces conditions-là, quel impact ça a? C'est complètement ça. Il y avait plusieurs choses. C'est que l'année dernière, j'avais bâché, donc j'avais abandonné. Donc déjà, il fallait que je finisse la course. C'était que des crampes, alors que l'année dernière, j'étais vraiment cramé et je ne pouvais plus avancer. Et après, c'était juste des crampes. Alors je me suis dit, je vais essayer de bien bosser le truc et de continuer, de me relâcher, parce que des fois les crampes c'est à cause de ça, donc j'ai voulu continuer, et puis oui, c'était ma dernière participation, donc je me suis dit il faut bien finir, quoi. Tu vois, comme m'a dit ma femme Estelle, il faut être poli et remercier la course, donc il fallait finir. Et après, en classement, j'ai fait 2, 3, 4, 5. Il manque une place, mais comme on dit, les cons ne changent pas d'avis. Il n'y a que les cons qui changent jamais d'avis, c'est ça. tout ça. Ouais. Et rassure-moi, la fatigue. Tu arrêtes pas le trail quand même, si tu arrêtes seulement, on va te revoir. Non, parce qu'en fait, tu vois, moi je suis originaire du Vaucluse et le même week-end, il y a le fameux trail du Ventoux, donc c'est plus pour ça. Je vous propose on peut aussi applaudir Nicolas Duel qui vient de nous rejoindre. Un grand merci Nicolas d'avoir accepté cette invitation. On va pas te garder longtemps parce que je crois que tu es un petit peu fatigué. Rassure-nous quand même, comment ça va? Parce que je vois que tu as les yeux un petit peu rouges. Comment ça va pour l'instant? Bonjour à tous, moi je suis en pleine forme, je suis prêt à repartir dans l'autre sens. Attention, parce que ça peut finir en défi tout ça. Félicitations, c'est ta deuxième victoire je crois sur l'Ecotrail de Paris. Tu avais déjà remporté le titre en 2016. Comment s'est passée cette édition à 2022? C'était bien différent par rapport à 2016 parce que là je me suis assez vite retrouvé seul à partir du 25e à peu près. Tandis qu'en 2016 on avait fait avec Johan, on avait fait au moins 70 bornes ensemble. Donc là j'ai fait ma course on va dire. J'ai pris pas mal d'avance au fur et à mesure jusqu'à Saint-Cloud parce que je me sentais pas trop mal, ça avançait bien. Et je crois que j'avais jusqu'à 5 minutes à Saint-Cloud, on m'a annoncé. Et ensuite, sur les quais, avec le vent, j'ai bien pété, comme on dit, et il finit qu'à 1 minute. Donc, heureusement que c'était pas plus long, sinon ça aurait pas été pareil. Bon, félicitations. Je crois savoir aussi, dis-moi si je me trompe, mais je crois savoir que tu habites en région parisienne, c'est bien ça? Oui, j'habite, là je suis en télétravail chez mes parents à Villepreux, dans les Yvelines. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pas forcément. Bon, les Yvelines, c'est pas forcément. Il y a quelques petites côtes, mais c'est pas forcément l'idéal aussi pour préparer un trail. Toi, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu penses que tu t'adaptes parfaitement à ton environnement et que c'est pas forcément un inconvénient? Et la preuve, c'est que tu viens de remporter le titre aujourd'hui. Les Yvelines, c'est parfait pour préparer l'Ecotrail. C'est pas bien pour préparer l'UTMB ou la CCC, mais pour préparer l'Ecotrail, c'est parfait. Il y a que des petites côtes comme ça et des relances. Après, je me souviens d'une course, c'était la 6000D. Il m'avait complètement déposé en fin de course. Donc je pense que même tu vois, sur des courses avec du gros dénivelé, il est très très costaud aussi, quoi. Du coup, tu axes plutôt tes qualités sur la vitesse, sur le plat, avec la capacité d'avoir des grosses relances, de pouvoir quand même, voilà, comme disait Johan, bouffer un peu de dénivelé. C'est quelque chose qui te fait pas peur? Tu arrives à allier les deux? J'essaye, ouais, j'aime bien les côtes, donc je fais des séances de côtes aussi, mais la prépa marathon, ça me plaît bien aussi. Tu te prépares marathon, tu fais un petit peu de marathon, un petit peu de route aussi également? J'en ai fait mon dernier marathon en 2018, là, ouais. Et du coup, comment tu arrives en termes d'entraînement à allier les deux? Est-ce que tu fais toujours un peu des deux ou tu as vraiment des périodes où tu vas plus te concentrer entre guillemets sur la route et d'autres périodes vraiment axées sur le trail sachant que les saisons, souvent la saison de marathon c'est le printemps, puis la saison de trail là ça arrive plus
plutôt sur été, voire des marathons encore en octobre. Comment tu organises ça? Là, pour l'instant, vu que l'objectif au début de l'année, là, c'était plutôt l'éco-trail, j'ai pas fait énormément de dénivelé. Plutôt des séances de vitesse et des sorties longues avec de l'allure plutôt marathon. Ouais. Et plus on va avancer dans l'année, plus je vais faire de dénivelé pour préparer. Là en mai, je vais aller faire le Skal Trail dans le Pays Basque, donc ça va plus grimper. Ok, et du coup, une séance de vitesse pour un ultra-trailer qui fait l'éco-trail du 80 km, ce genre de choses, c'est quoi concrètement? Parce que quand on va parler aux gens, ils vont penser, globalement, les coureurs vont se dire, bon, il fait des 10 fois 200, des 10 fois 300, des 10 fois 400. Je suppose que c'est un peu différent le travail de vitesse pour toi. Ça m'arrive aussi de faire de la piste, hein, des séances plutôt de fartlek en temps plutôt qu'en distance. Mais après, le week-end, j'essaye de faire des sorties longues avec... par exemple, on va dire 4 fois 5 km d'allure marathon ou des choses comme ça. Bah écoute, on va pas vous retenir plus longtemps parce que je sais que vous êtes très fatigués. Merci beaucoup messieurs d'avoir joué le jeu. Bonne récupération et puis hâte de vous revoir sur les prochains trails. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Fred, beaucoup de coureurs à pied, pour beaucoup de coureurs à pied, et moi y compris, on le disait à l'instant, c'est vrai que le trail c'est souvent associé au col, à la haute montagne. Malheureusement, on n'a pas forcément la chance d'habiter à 1800 mètres d'altitude, mais plutôt dans une grande ville comme Paris, Lyon ou encore Bordeaux. Est-ce que c'est quand même possible de préparer un trail dans de bonnes conditions? Parce que je sais, on a beaucoup de nos auditeurs aussi qui ont envie de se lancer sur trail, mais qui se demandent si c'est possible de pouvoir s'épanouir et même performant, pourquoi pas sur trail quand on habite à Paris ou à Bordeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est tout à fait possible et surtout on a eu un exemple flagrant avec le premier et le deuxième de l'éco-trail de cette édition-là, puisque Nicolas vit en région parisienne, Johan vit à Lyon, dans la région lyonnaise. On va parler tout à l'heure avec Alex qui vit aussi en région parisienne, donc c'est tout à fait possible. Après, il faut s'organiser effectivement pour pouvoir faire du dénivelé, ce qui globalement est la grosse problématique. Il y a des villes qui quand même s'y prêtent plus. En s'éloignant un peu, on peut toujours en faire un peu. Évidemment, on ne peut pas forcément gravir les Alpes lorsqu'on vit à Paris ou à Bordeaux. À Lyon, c'est un peu plus rapide puisqu'on est un peu plus proche des montagnes. Mais c'est tout à fait possible. Il faut savoir organiser son entraînement pour pouvoir faire face aux défis qui vont nous attendre. Et justement, quand on est un coureur sur route, est-ce que on a intérêt à diversifier sa pratique avec du trail? Moi, je te donne un exemple. L'été, tu sais que malheureusement, c'est un peu le désert sur les compétitions route. Tu n'as pas vraiment de 10 km, de semi, de marathon au mois de juillet ou au mois d'août. Du coup, il y a beaucoup de coureurs qui disent pourquoi pas faire un petit trail, glisser un petit trail dans ma saison. Est-ce que tu penses que c'est un avantage, on va dire même d'un point de vue entraînement, de diversifier, d'aller aussi sur trail? Un peu comme l'entraînement croisé. Alors, ça reste de la course à pied, mais est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ça peut vraiment être bénéfique même? Au lieu de, si on aime ça, est-ce que ça peut être bénéfique? Alors, pour moi, totalement, parce qu'en fait, je dis souvent aux athlètes, soit que je conseille, soit que j'entraîne, ou même avec qui je peux échanger, que les meilleurs coureurs sont toujours les coureurs les plus complets, coureurs et coureuses. Et donc, plus on va diversifier sa pratique, meilleur on va être. Là, Nicolas nous disait que par exemple, lui c'est un trailer, mais qu'il allait faire des séances sur piste. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui va faire plutôt de la route, voire de la piste, aura intérêt l'été à aller profiter pour faire des trails. Moi, j'y vois plusieurs bénéfices. C'est pas forcément une liste exhaustive que je vais vous donner parce que elle serait à rallonge. Mais déjà, en trail, lorsqu'on n'est pas un spécialiste, on va pas avoir la pression du chrono, ce qui est quand même idéal en termes de lâcher prise, notamment pendant les vacances ou en période de reprise ou simplement entre guillemets en période d'entretien. Voilà. On goûte à des nouvelles sensations. C'est une manière de diversifier sa pratique, faire du trail, parce que effectivement, on peut penser que c'est de la course, mais c'est une manière tellement différente de courir, parce qu'il y a énormément de changements d'allure. Il y a un aspect technique suivant la nature des trails qui est plus ou moins importante, et ça nous permet de se découvrir différemment. On élargit sa zone de confort et on casse la routine aussi, ce qui semble être pour moi un élément fondamental.
je le disais, on travaille une technique de course différente, que ce soit dans les montées, les descentes, les chemins qui peuvent être caillouteux, voire rocailleux. C'est vraiment quelque chose de différent. Et du coup, on améliore son équilibre, sa proprioception et même sa musculature. Au final, parce que la pratique est totalement différente, donc le muscle s'adapte différemment à par exemple que sur le bitume, et donc il se renforce dans d'autres axes qui à un moment vous seront bénéfiques parce que ça reste des muscles qui vous servent à courir. Et enfin, je dirais, il y a un côté où on augmente son bien-être parce que on a une pratique au grand air, dans la nature, c'est l'essence même du trail et je pense que même lorsqu'on est un féru, et par exemple moi le premier de faire des séances sur piste ou de faire des compétitions sur le macadam, quand on se retrouve à courir dans des grandes forêts et avec des paysages fabuleux, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel et d'appréciable. Et justement, si on veut s'entraîner quand on habite dans une grande ville, quels conseils tu peux nous donner pour faire quand même des séances qui soient efficaces et adaptées à la pratique du trail ? Alors déjà, faudra varier les surfaces en ville et pas privilégier que les surfaces très roulantes. Par exemple, on a tous en ville des secteurs pavés où qu'on vive. Alors souvent, quand on s'entraîne, on a tendance à vouloir les éviter. Et je conseillerais plutôt de les rechercher. De rechercher ce type de surface et après de pas forcément être tout le temps sur le bitume. Toutes les grandes villes maintenant sont entourées ou ont des parcs ou des forêts soit naturelles, soit semi-naturelles dans leur environnement. Donc aussi y aller et changer la nature des terrains pour pas toujours être sur le macadam. Ensuite, augmenter progressivement sa caisse, son kilométrage, de manière progressive. Moi, je dis souvent qu'il faut pas augmenter de plus de 5 à 10% par semaine. Évidemment, pas de manière indéfinie. Donc, il faut vraiment, mais augmenter parce que quand on se lance dans le trail, notamment dans l'ultra, il faut quand même avoir une base foncière assez solide. Travailler le dénivelé en ville. Alors soit vous avez des forêts avec un peu de côte autour de chez vous, soit vous avez des escaliers. Et moi j'ai même rencontré des trailers qui travaillaient leur dénivelé dans les cages d'escalier de leur immeuble. C'est un coup à se faire une cheville quand même. Voilà. Le travail en escalier est fondamental pour le renforcement musculaire, le travail cardiaque. Donc des fois on fait avec. Alex adore, on pourra peut-être en parler avec lui, faire les marches de Montmartre. Voilà, il y a toujours un moyen de faire. Alors après, les montées sont moins longues et on peut être amené à faire différentes boucles, à toujours repasser au même endroit, mais ça permet aussi de travailler le mental. C'est plutôt intéressant. Et tout le monde sait que je suis très vraiment, on va dire, féru de musculation. Avoir un travail de musculation approprié à la pratique du trail et notamment tout ce qui est travail excentrique au niveau des quadriceps qui vont vous permettre de mieux gérer les descentes, qui sont souvent le moment un peu fatidique dans les trails. Au-delà de l'aspect technique, c'est là que vos muscles vont être mis à rude épreuve et il faudra pouvoir y faire face. Fred, écoute, je te propose qu'on reçoive quelqu'un qui s'entraîne en milieu urbain et qui arrive quand même à avoir quelques petits résultats. Donc ça prouve que c'est possible. Il va peut-être nous délivrer ses secrets. Écoute, je ne sais pas si Alex est dans le coin, mais je t'invite à nous rejoindre. Lui aussi, il arrive un peu en boitant. Salut Alex, je pense qu'on peut aussi l'applaudir. Alors, comment ça s'est passé ? Je crois que, Fred, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux, mais qu'Alex avait des petits pépins physiques. Il n'y a rien de grave, visiblement, parce que tu as réussi quand même à finir. Mais ce n'est pas forcément l'idéal de prendre le départ d'une course avec le doute. Est-ce que ça va tenir ou pas ? Là je suis parti blessé et je suis rentré encore plus blessé. J'ai cru que tu allais me dire. Alors il se fait apporter une coupe de champagne pour celles et ceux qui nous suivent sur. Mais t'as raison de fêter ça. Non mais attends, on est en train d'enregistrer une émission sur la Tour Eiffel. Moi à la base je faisais de la course à pied, j'avais pas du tout prévu de faire ça dans ma vie, tu vois. Je pense que on peut être quand même heureux d'enregistrer ça. Écoute, on aurait bien trinqué avec toi, mais bon, moi je tiens pas l'alcool. Alors j'ai ma gourde et j'ai mon eau. Et puis bon, voilà, mais le cœur y est en tout cas. Comment est-ce que ça s'est passé ? Rassure-moi quand même, t'as pas trop souffert. Je vois que t'as un peu saigné, t'as même beaucoup saigné. Fais-nous un petit peu le récit de ta course. On a envie de tout savoir. C'est parti assez vite, même très vite, plus vite que d'habitude parce que avec Johan on s'est regardé le premier kilomètre, on s'est dit putain ça part quand même très 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 vite et je les ai vus partir autour du lac et j'ai pas réussi à les tenir.
Je crois que moi, au 23e kilomètre, je suis en 4,06 de moyenne et on m'a dit qu'ils avaient 7 minutes d'avance. Donc c'est des grands tarés en fait, les mecs qui sont devant, donc Johan et Nico qui étaient là et les autres qui terminent devant moi. Mais donc c'est parti quand même très très vite et derrière, ça a dû péter un peu parce que ça a dû partir trop vite. La gestion de la chaleur, la gestion de l'effort qui a pu être mené en début de course, elle a fait que moi j'ai ramassé quelques morts et je m'en doutais un peu en fait. Donc c'était, je vais pas dire que c'était une stratégie de course, mais je sais très bien qu'à chaque fois ça part vite. Si on part un peu plus lentement et qu'on gère et qu'on accélère peut-être en deuxième partie de course, il y a moyen de reprendre des places au classement. Et justement, tu disais c'était pas voilà, c'est une stratégie de course qui s'est fait au fur et à mesure. C'est venu rapidement en disant tiens, ils partent trop vite, moi je veux pas prendre le risque. Surtout peut-être du fait de ta blessure, mais au final j'en ramasserai et notamment sur les quais parce que Johan et Nicolas nous ont dit qu'ils ont pété sur les quais. Toi, tu étais comment à ce moment-là, à part la douleur que tu pouvais avoir par rapport à la blessure et visiblement une chute? Alors ce qui s'est passé en fait, la chute elle est intervenue très tôt, je me suis cassé la gueule au kilomètre 14 ou 15 et donc je me suis relevé et je voyais que ça saignait de partout, j'avais mal aux genoux, je me suis écorché bien la cuisse aussi et en fait je remercie cette blessure un petit peu parce que ça m'a défocalisé de là où j'avais mal à la base, qui est une tendinite au tendon d'Achille. Et avoir mal au bras m'a fait oublier que j'avais mal à la tendinite. Et donc à chaud, c'est un peu comme dans les Simpsons, Monsieur Burns, qui est tellement malade en fait, qui a tellement de maladies différentes que toutes les maladies se combattent et que lui il va bien. C'est un peu la même chose qui s'est passée. Mais tu sais que je crois que c'est une technique de militaire où justement quand ils ont trop froid ou trop faim. C'est un autre temps, mais il se pétait un bras justement pour faire diversion. Donc c'est quelque chose que j'avais vu dans un documentaire. Donc tu vois, ah mais j'en suis pas là. C'est des bonnes méthodes. Donc toi tu n'as pas fait exprès au moins. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire, mais au final je suis bien content de m'être blessé. Non, on n'est jamais content de se blesser, mais ça a permis d'oublier en tout cas. J'avais somatisé ma douleur et je la sentais, elle était là. Et quand tu demandais pourquoi j'ai pas réussi à les suivre, tout simplement parce que je savais que si je dépassais une certaine vitesse, dès que je descendais à 3,40 au kilo, je savais que la cheville, l'Achille allait pas tenir et j'allais devoir potentiellement abandonner, alors qu'en gérant un petit peu mieux, c'était possible de le faire. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est quand même une course dure cette Eco-Trail de Paris? Parce que j'ai l'impression quand même que ça va très très vite. Il y a quand même quelques belles bosses, quelques belles montées, une densité quand même de plus en plus importante. Est-ce que c'est parti quand même des courses sérieuses pour toi en termes de difficulté? Je parle bien. En termes de difficulté, ça se voit. Qui est capable de faire ce que le premier a fait? Nico, il termine en quoi? 5h45. Il faut mettre 2 marathons en 2h. 2h30, 2h50, il faut enchaîner 2 marathons en 2h50 avec 1500 mètres de dénivelé, avec des racines et un petit peu de chaleur. Qui est capable de faire ça? Il n'y a pas grand monde. Donc moi je trouve que c'est un exercice qui est super exigeant parce que c'est une course qui se court tout le long. En tout cas pour les élites. Moi je l'ai vécu, c'est la 5e fois que je le fais. Et la première, je crois que je mets le double de temps que ce que je fais aujourd'hui. Et je l'ai vécu autrement et j'avais trouvé que c'était déjà très difficile en tant que personne qui le termine en 11h ou en 12h. Parce que psychologiquement, il fallait tenir le fait que c'est relativement plat, donc on doit pouvoir courir, mais parfois le physique ne suit pas, et donc on est obligé de marcher, et donc il y a cette lutte entre je devrais courir, mais je peux plus, et donc ça je trouve ça dur aussi pour le peloton, et donc là tout le monde est sur la course, hein, il est 18h22, il y a des gens qui vont encore, il y a 6 heures d'arrivée, plus de 6 heures et 6h30 d'arrivée là je crois, donc pour eux ça va être un tout autre délire. Devant c'est très compliqué, derrière ça l'est aussi, c'est peut-être 2 sports différents, on pourrait le définir comme ça, qui se font au même endroit. On participe tous à la même course, mais c'est 2 sports différents. Mais ça reste aussi très dur, il faut le dire, hein, pour les gens qui sont derrière, quoi. Alors Alex, la dernière fois qu'on s'était vu, on s'était posé la question, est-ce qu'il faut aimer souffrir pour courir? Donc est-ce que tu as souffert et est-ce que tu as aimé ça aujourd'hui? J'ai adoré ça. Et comme je te le disais la dernière fois, pour moi, souffrir, c'est déjà être vivant et c'est se sentir vivant. Et là, je peux te dire que je me suis bien senti vivant là. Entre la chute, les douleurs de base et les 20 derniers kilomètres où il faut débrancher le cerveau parce que tout fait mal, tout tire. Et qu'on voit la Tour Eiffel quand on est à Meudon, elle est toute petite, elle fait 1 centimètre de loin. Et on se dit, ah ouais, il faut quand même arriver là-bas. Ça calme un peu, effectivement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Alex, parce que quand on est blessé, on commence à avoir des doutes. Est-ce qu'on va prendre le départ par rapport à ton tendon d'Achille?
Qu'est-ce qui fait on se dit j'y vais quand même, même si je sais que c'est pas forcément entre guillemets toujours prudent ou que certains pourraient conseiller de pas y aller. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'es quand même retrouvé sur la ligne de départ ce matin? Moi, ma philosophie, elle est je préfère avoir des remords que des regrets. Donc, je préfère tenter, faire, et au pire, ça marche pas. C'est pas très grave. Je termine pas. Ça va pas changer ma vie. Ça va pas changer ma vie. Ça se passe pas bien. Ça va pas changer ma vie. Par contre, dire 2 ou 3 jours avant, je viens pas, je suis blessé, je préfère me préserver. Certes, il y a de la sagesse, mais moi, personnellement, j'aurais du mal à me regarder dans la glace ce matin ou demain matin si je savais que j'aurais pu être là, que mon dossard il m'attendait. Il y avait marqué Alexandre, il y avait un dossard solitaire tout seul dans une enveloppe qui était restée quelque part et ça m'aurait fait du mal de le savoir et donc j'aurais eu du mal à me regarder dans la glace. Donc il y a de ça, quoi. Je préfère vraiment avoir des remords que des regrets. Donc faire et regretter par la suite, mais d'avoir fait. Bon, attention, après c'est très individuel évidemment. Avec toi, il faut toujours mettre un peu un parental adverse-story. Tu sais, quand tu parles. Ceci était réalisé par un cascadeur professionnel, ne faites pas la même chose à la maison. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous des sensibilités différentes, une vision des choses différentes. Et c'est intéressant d'avoir ton feedback par rapport à ça, toi, comment tu vois les choses. Et après, c'est hyper personnel, quoi. Si toi, ça fait plus de bien de courir que potentiellement la blessure et après d'être un peu cloué au sol. Voilà, c'est assez individuel et personnel et c'est cool d'avoir ton avis par rapport à ça. Comment tu fais pour... t'habites pas à la Défense, mais t'habites quand même à Paris, je crois. T'es pas loin de Vincennes. Comment est-ce que tu fais justement pour t'entraîner? Parce que là, t'as fait l'éco-trail qui est roulant, mais on te voit aussi, on t'a vu à l'île de la Réunion sur la diagonale. On te voit aussi à l'UTMB. Là, quand même, c'est un peu plus technique. Comment est-ce que tu t'y prends pour pallier un peu ce manque d'environnement pour tes entraînements? Alors le premier truc, c'est que je fais un ultra par mois. Donc en fait, mon entraînement, c'est de faire des ultras. Et en faisant des ultras tous les mois, en partant à La Réunion, là dans 3 semaines, je pars en Croatie faire le 100 miles of Istria avec 7000 mètres de dénivelé. En fait, ça va être une forme de préparation pour les autres échéances qui vont arriver dans l'année, qui sont l'UT4M, l'UTMB, la Diagonale. Donc partir en montagne me permet de me préparer parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire à Paris. Ce que je peux travailler à Paris, c'est... l'endurance très très longue. Oui, partir courir 8 heures, faire 3 tours de Paris, c'est possible. On peut le faire à Paris. Tu dois connaître le bois de Vincennes par cœur, toi. La moindre... Je donne des prénoms aux racines. Je suis sûr que c'est vrai en plus. Non, c'est vrai. On va mettre une petite pancarte. Écoute, on te retient pas plus longtemps. On va te laisser savourer ta délicieuse coupe de champagne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu alors que tu viens tout juste d'arriver. Et puis peut-être rendez-vous à Chamonix ou à la Diagonale, qui sait. On te recroisera à mon avis sur trail dans les prochains mois. Moi je suis impatient de te croiser et je te remercie pour l'invitation parce que c'est tellement magnifique de faire ça sur la Tour Eiffel. Félicitations à vous deux, là vous êtes allés très très loin avec ce podcast et je parle aussi de l'équipe de support qui est derrière. C'est adorable. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup et à très vite et la bienvenue. Fred, on va recevoir dans quelques instants Justine et Nicolas qui sont, tu vas voir, 2 personnes assez incroyables avec des histoires assez dingues. Ils ont dédié leur vie notamment à la préservation de l'environnement et de la planète. Mais avant ça, j'aimerais justement qu'on parle un peu de pollution et de running puisque moi déjà c'est un sujet qui me touche. Je vais te parler un peu de mon expérience personnelle, mais tu sais que j'ai préparé il y a 2 ans un marathon. J'habitais à Levallois-Perret, donc à côté de Paris, un endroit qui malheureusement est assez pollué. Et suite à cette prépa marathon, j'ai développé des allergies qui a fait que je n'arrêtais pas de me moucher, je me réveillais la nuit en train d'éternuer avec des crises qui étaient assez dingues. Et donc je suis allé voir un allergologue et qui m'a effectivement sensibilisé à la pollution et au fait de courir 120, 130, 140 km par semaine à Paris. Ça peut aussi avoir des impacts, surtout quand la pollution est importante, et c'est le cas quand tu prépares le marathon de Paris, tu es en plein hiver et on sait que l'été et l'hiver c'est un peu important. Est-ce que toi tu prêtes une attention particulière en tant qu'entraîneur justement à la pollution? Est-ce que tu fais attention avec tes athlètes? Est-ce que tu leur donnes quelques conseils ou finalement c'est pas forcément un sujet pour toi? Alors au grand désarroi de mes athlètes, oui, j'y fais très attention. Je dis au grand désarroi parce que quand vous dites à un athlète finalement on modifie la séance, voire on l'annule parce que les conditions atmosphériques ne sont pas propices à un effort intense et violent, entre guillemets, ils tirent toujours la gueule. Ils sont pas contents, mais là je vais l'apprendre à personne. On est sur une activité cardio-respiratoire avec une ventilation assez forte. Donc du coup, tout ce qui est pollution atmosphérique se retrouve dans vos poumons. Donc inévitablement, on est obligé de le prendre, de le considérer.
Parce que sinon, comme tu le dis, après on peut déjà sur l'effort, moi j'ai vu des athlètes qui n'étaient pas du tout asthmatiques, qui se mettaient à la trentaine passée à développer de l'asthme d'effort, ce qui est pas normal, encore plus qu'on est sur un sport d'endurance, et ça crée des problèmes. Et là, surtout, j'alerte parce qu'on pense souvent que la pollution, c'est que l'été quand il fait chaud, mais aussi l'hiver quand il fait très froid et qu'il n'y a pas de circulation d'air, on peut avoir des hauts taux, notamment en termes d'ozone. Donc, tout simplement, quand vous avez des pics de pollution, quel que soit le type de pollution, vous regardez et vous n'allez pas, même des efforts légers, faut rester très très prudent. Parce que au fur et à mesure, en gros, vous maltraitez votre outil de travail entre guillemets ou votre outil de plaisir si vous courez juste pour le plaisir. Donc il faut vraiment le ménager. Hein. Qui veut voyager loin ménage sa monture, c'est vraiment ça et il faut vraiment y faire attention. Effectivement, on le répétera jamais assez, mais c'est extrêmement important de pas s'entraîner quand il y a des pics de pollution. Des fois, ça nous embête un petit peu parce que on a envie, on a une séance, mais on peut très bien faire une séance de renforcement musculaire. Ça passe. C'est pas toi qui va nous dire le contraire. Écoute, je te propose qu'on accueille sans plus attendre Justine Biraud, qui est ambassadrice de MyCO2 et responsable du développement durable à l'Ecotrail de Paris. Salut Justine, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et nous avons également à ses côtés Nicolas qui va nous parler de son aventure avec le Green Nico Tour. Salut Nico, ça va ? Je crois que ça a été aussi un peu rocambolesque pour venir, mais tu es là, je suis content. Ça va bien ? Ouais, ça va, merci à vous de nous inviter, ça va être génial de parler de sport planète. Écoute, Justine, je me tourne vers toi parce que tu t'intéresses particulièrement aux impacts du réchauffement climatique sur la planète et puis sur notre vie de manière générale. Et c'est vrai que nous, en tant que coureurs à pied, la nature, c'est un peu notre terrain de jeu. C'est là où on passe beaucoup de temps dehors à courir. Et donc forcément, on est en première loge pour constater le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je dis souvent dans le podcast, mais je le répète parce que pour moi, c'est vraiment factuel. J'ai remarqué que ça fait 5 ans que nos hivers, en tout cas c'est l'impression que j'ai, sont quand même beaucoup moins froids. Par exemple, moi j'ai des tenues que je mettais avant, tenues grand froid, je vais les appeler, ça fait 4-5 ans qu'ils sont à la cave et je les ai pas mis. Encore au mois de février, je me suis entraîné en short et en t-shirt, plein mois de février, alors qu'avant j'avais presque des cagoules. Alors est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que finalement les hivers sont plus chauds ? Ou c'est peut-être aussi parce qu'il faut le dire, on parle de plus en plus du réchauffement climatique et donc ça peut aussi avoir psychologiquement un impact. On fait peut-être un peu plus attention à ça, donc on voit peut-être le problème un peu plus. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Objectivement, parce que moi, je veux avoir le fin mot de l'histoire. Alors mon avis, qui est plutôt l'avis d'un comité scientifique du GIEC et qui est unanime, c'est de dire qu'il y a un réchauffement et qu'il est anthropique, donc il est de la faute de l'homme et de ce qu'on a fait depuis des années. Donc c'est bien réel le réchauffement. Et d'ailleurs on parle plutôt de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique. Parce que c'est des étés plus chauds, des hivers moins froids, mais aussi des précipitations à des endroits, des feux de forêt. Ça va vraiment impacter l'ensemble du territoire avec des conséquences très différentes. Et est-ce qu'on sait, par rapport aux températures, par rapport à l'hiver, est-ce qu'on sait si justement, est-ce que c'est noté, est-ce qu'on a des chiffres, un historique en manière d'hiver, est-ce qu'ils sont vraiment plus chauds qu'avant ? Et aussi, est-ce que ça s'est accéléré ces dernières années ? En tout cas, l'année 2021 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et a priori, on va battre des records dans toutes les années qui arrivent. Donc oui, en tout cas, la température moyenne augmente et on peut facilement observer que nos étés sont plus chauds et nos hivers sont moins froids. Concrètement, comment est-ce que le monde du sport peut être impacté par le réchauffement climatique ? Nous, en tant que coureurs, qu'est-ce que ça peut potentiellement changer au-delà même du côté santé que Fred a parlé tout à l'heure ? Je sais qu'il y a eu un rapport récemment avec WWF Sport qui s'est penché sur la question. Est-ce que ça va changer différemment ? Pour la pratique de la course à pied ou en tout cas des sports outdoor, ils disent qu'entre 2 et 4 degrés de réchauffement climatique, c'est la fourchette aujourd'hui de si ça arrive, on perdrait entre 7 à 20 jours de pratique sportive en extérieur, donc c'est vraiment pas négligeable et ce serait surtout dû aux canicules. Et plus il fait chaud, moins on peut courir. Et ça s'est observé au Qatar, quand il y a eu le championnat du monde d'athlètes, où il y a eu de multiples abandons. Ils ont dû décaler l'épreuve parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc on le voit déjà aujourd'hui qu'il y a des conséquences
irréversible. C'est vrai que même quand on prépare un marathon aujourd'hui, on hésite de plus en plus à, tu vois, notamment je pense au marathon de Berlin qui a lieu au mois de septembre, on hésite de plus en plus à se lancer dessus parce qu'il faut s'entraîner en été. Effectivement, il fait de plus en plus chaud. Nicolas, je me tourne maintenant vers toi. Tu t'es lancé le projet Green Nico Tour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Green Nico Tour déjà ? Alors ça c'est un projet de l'association parce que ça a changé, c'était l'association au départ, maintenant c'est Univers Sport. Et en fait le Green Nico Tour en 2021 c'était faire un Tour de France en courant pour sensibiliser justement au sport planète santé. Donc en gros je suis parti pendant 127 jours et le but c'était de faire 38 km par jour. Pour interpeller en fait sur ces problèmes, sur ces problématiques. Donc en gros à la fois sur les déchets, sur le dérèglement climatique, parce que je suis animateur de la fresque du climat comme Justine, et sur le sport santé. Parce qu'en fait pour moi les trois sont liés. La bonne alimentation, enfin voilà, tout est intimement lié, on doit faire attention à tout ça. Et donc c'est pour ça que en gros je courais les matins 38 km et l'après-midi je faisais des sensibilisations auprès des écoles. Donc en fait la performance était à la fois physique mais aussi mentale, parce qu'il fallait savoir enchaîner. Et l'objectif donc c'était intervenir dans les écoles, auprès des élus. Et c'est pour ça que je pense qu'en effet le sport c'est un très bon moyen, puisqu'en fait on interpelle les gens. Et voilà, l'idée c'était de faire un exploit sportif pour interpeller sur tout ça. Et comment ça t'est venu cette idée de faire un espèce de Tour de France en courant? T'étais déjà sensible à la cause écologique? Est-ce que tu as eu un déclic? Bref, moi ça paraît assez incroyable ce défi-là. Ouais, peut-être parce que je suis un peu fou. Non, je déconne, mais non, en gros, moi j'ai bossé 5 ans dans l'événementiel sportif. Voilà, j'ai le sport en moi depuis de nombreuses années. On parle du sport santé aussi, j'étais obèse, après j'ai fait de l'anorexie, donc j'aime bien aussi en parler énormément. Et en gros, j'ai fait 5 ans dans l'événementiel, je bossais sur le Tour de France cycliste, sur des beaux événements sportifs, mais je me suis aussi rendu compte de la pollution que ça pouvait générer, et ça commençait vraiment à m'interpeller. Et pour tout dire, à chaque fois, c'est ce que je dis à chaque fois, j'ai pété mon empreinte carbone, parce que je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois pour faire une coupure. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire toi à ton échelle? En fait, t'adores le sport, t'adores l'événementiel, mais qu'est-ce que tu peux faire? Et peut-être parce que j'ai beaucoup bossé sur le Tour de France cycliste, je me suis dit, toi, tu pourrais faire un Tour de France en courant pour interpeller sur ça. Je savais que j'avais un cardio qui était assez lent, que je pouvais enchaîner des courses, donc je me suis entraîné pendant 9 mois sur ça. Et voilà, et l'idée c'était d'utiliser vraiment un exploit sportif, et c'était une grosse logistique, parce que j'étais logé chez l'habitant, etc. Mais voilà, c'était vraiment utiliser ça. Et du coup, si on revient un peu à l'événement qu'on vit aujourd'hui, l'éco-trail de Paris, et plus largement le trail, on le disait en introduction avec Guillaume, le trail est de plus en plus populaire. Généralement, ça ne se situe pas dans les centres urbains, donc il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour aller soit à Chamonix, soit au Grand Raid de la Réunion. Du coup, comment il est possible de limiter l'impact carbone de ces événements et au-delà d'avoir une empreinte écologique réelle, et pas s'entendre de dire oui vous dites événement naturel, mais en même temps vos 10 000 participants ils arrivent des 4 coins de la planète, ou ils arrivent des 4 coins de la France, et du coup ça génère beaucoup, sans parler des questions de ravitaillement qu'on peut poster dans des lieux vraiment naturels. Voilà, c'est une vraie question, comment sur des événements dits naturels on peut réellement l'être. Je pense que c'est une excellente question et c'est même au cœur des préoccupations, et c'est capital. Et chez l'Eco-Trail Paris, nous, notre fierté, c'est qu'on a 95% de coureurs qui viennent d'Île-de-France, et notre objectif, c'est pas du tout d'aller chercher des coureurs aux 4 coins du monde, c'est au contraire de faire découvrir l'Île-de-France et le patrimoine à des coureurs. Après, la question elle est hyper systémique sur est-ce que le sport de haut niveau il est compatible avec des objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'on peut continuer sur ce rythme-là alors qu'on doit réduire drastiquement nos émissions? C'est une vraie question. Je pense que le sport professionnel, quand on parle de grandes courses à pied, c'est quasiment du professionnel, mais on devrait vraiment se poser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Non, je suis complètement d'accord. On doit aussi utiliser la digitalisation maintenant aussi pour justement éviter toutes ces mobilités en fait. Il y a des vraies questions. Moi j'ai eu la chance d'avoir Xavier Thévenard aussi pendant mon Tour de France qui est hyper engagé sur ces thématiques-là. Voilà, qui va sur l'UTMB, mais l'UTMB c'est pareil. Alors je vais pas cracher sur des courses à pied, mais l'UTMB ils ont ouvert leur circuit à énormément d'autres circuits, et du coup en fait les personnes qui vont aller sur les événements, qui vont voyager sur tous les UTMB, ils vont gagner des points. Et donc ça écologiquement c'est clair que quand on prend l'avion tout le temps ça a un vrai impact. Donc c'est clair que les mobilités
mobilité, et la mobilité sur les événements sportifs, c'est un gros point sur lequel on doit insister. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a un système aussi à revoir, ça c'est vrai, en termes de déplacement sur les événements, de faire les choses plus locales, de peut-être utiliser la digitalisation, enfin voilà aussi parce que les gens ils ont besoin aussi de se challenger, faut pas se mentir, c'est vrai que sur une course on s'entraîne, etc. Enfin je veux dire, les gens se poussent mutuellement, donc ouais, il y a vraiment des choses à revoir. Justement, quand on est un coureur à pied et qu'on veut essayer de limiter son impact carbone de sa pratique sportive sur la planète, comment est-ce qu'on peut agir de manière progressive en tout cas, parce que on va pas se mentir, on peut pas passer d'un extrême à un autre et il faut aussi embarquer un maximum de monde avec nous et on a des modes de vie, on a pris de très très mauvaises habitudes, ça c'est une réalité. Ce que je pense, c'est un tort, mais que vaut mieux 60 millions de Français qui font plein de petites choses que 2 ou 3 personnes qui sont un peu plus extrêmes, mais finalement que l'impact est moins, parce que on va pas se mentir, il faut, voilà, c'est un peu comme sur le marathon, il faut être progressif. Et si on veut embarquer les gens, si on est peut-être un peu trop extrême, ça peut faire peur à d'autres personnes qui vont peut-être se dire c'est trop tard, on peut rien faire. Donc voilà, je fais un peu l'avocat du diable, mais on a tous des sensibilités différentes. Donc concrètement, c'est quoi la première étape si on veut déjà mettre un pied vers une pratique sportive plus vertueuse? On peut commencer par quoi? Alors moi je vous répondrais que le geste le plus écologique que vous pouvez faire, c'est calculer votre empreinte carbone. Calculer votre empreinte carbone personnelle pour comprendre les ordres de grandeur et déjà vous rendre compte de ce qui va avoir un impact et ce qui n'en aura pas. C'est hyper flagrant et on en parle souvent avec Nico parce que dans l'événementiel sportif on parle beaucoup des déchets, beaucoup de la réduction, beaucoup du tri. C'est pas ça qui a un impact très très important dans un bilan carbone d'un événement, et dans sa sphère personnelle c'est pareil. C'est calculer, vous vous rendrez compte que le transport c'est toujours hyper important, l'alimentation, végétaliser son alimentation ça va être crucial. Avoir un mode de vie plus sobre et moins consommé, ça va être aussi les enjeux des prochaines années. Donc se rendre compte de ces ordres de grandeur et s'intéresser, être curieux, pour moi c'est fondamental. Merci infiniment à vous deux. Et puis, est-ce qu'on peut te suivre, Nico, sur les réseaux, s'il y a des personnes qui veulent te soutenir et savoir un peu, je ne sais pas si c'est un prochain défi ou voilà, si on veut te suivre, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, il y aura un nouveau Tour de France en 2022 qui sera 100 marathons en 100 jours pour le climat. Donc là, ça sera vraiment orienté sur ça, pas que sur les déchets, etc. Et du coup, vous pouvez suivre l'association sur Univers Sport. Donc c'est uni-du-6 VERT et sport. Tout simplement. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Justine, et puis je vous dis à très bientôt. Fred, merci à vous. Je te propose qu'on accueille maintenant la première féminine de l'Eco-Trail de Paris sur le format 80 km. Il s'agit de Maryline Nakache, qui est une coureuse qui commence ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on voit sur le circuit. Je crois qu'elle est pas très loin, va nous rejoindre dans quelques instants. Elle arrive et ça se voit même pas qu'elle a fait 80 km. Ah ouais, elle est toute fraîche. Elle est prête à repartir, j'ai l'impression. Bonjour Maryline, félicitations. Bonjour Maryline, félicitations, bravo. Comment est-ce que ça va après 80 km en région parisienne? Ça va très très bien, je suis hyper contente. Alors, la question qu'on se pose, Maryline, tu as déjà eu des résultats, tu n'étais pas une inconnue sur ce parcours-là. Quand on prend la ligne de départ, est-ce qu'on se dit aujourd'hui je vise la victoire? Comment t'es arrivé toi ce matin quand le coup de feu à 11h a été donné? C'était quoi l'idée? Ou je vois comment ça se passe. Il y avait notamment, entre guillemets, permets-moi l'expression, quelques clientes avec toi sur la ligne de départ. Donc tu te dis je vois un peu comment se comportent les autres, ou tu avais un schéma personnel et tu te dis moi je vais faire comme ça ma course et je m'occupe pas trop des autres? Honnêtement, j'ai quand même regardé qui y avait et je pensais que ça serait dur parce que y avait quand même un beau plateau de femmes. Et je suis partie, je pense, trop vite, hyper vite. Et j'ai eu peur à un moment d'être partie trop vite et qu'elles allaient me rattraper après. Et finalement, j'ai pris mon rythme. On a tous ralenti au bout d'un moment, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est... Les garçons... Mais j'avais pas c'est sûr que j'avais pour objectif de faire podium, on va dire. Après, viser la première place, peut-être pas vu... Et je crois savoir que tu es pas coureuse professionnelle, tu as aussi un travail à côté, si je me trompe pas. Et un sacré travail, il me semble. Dis-nous en plus, parce que c'est toujours intéressant de montrer
à toutes les personnes qui nous écoutent que on peut avoir des résultats de haut niveau et de très haut niveau en ayant parallèlement pas forcément tout sacrifié pour ça, et une carrière professionnelle qui, il me semble, est Une vie de famille, est plutôt- une vie de est famille. plutôt Est-ce que c'est impressionnant. possible justement de s'entraîner sur ultra quand on est un salarié, quand on travaille? Oui, après, bon, toute une question de priorité. Après, j'ai pas d'enfants, j'ai été mariée, mais je le suis plus, et j'ai pas forcément de vie de famille aussi. Donc, j'ai le travail et la course à pied. Et bon, les amis aussi, mais après, Et est-ce que tu arrives facilement à concilier les deux? Pour toi, c'est vraiment une question d'organisation. Comment est-ce que tu t'y prends pour il faut être bien organisé. Et après, comme j'adore ça, moi, ça me pose pas de soucis, on va dire. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur trail, particulièrement sur format ultra, où il y a encore peu de femmes, il faut pas se mentir, il y a encore très très peu de femmes sur format ultra. Je crois que c'était 8 ou 9% sur l'UTMB. Bon, déjà sur marathon aussi, dès qu'on allonge la distance sur marathon, il y a même pas 40% de femmes, même s'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qui a été fait. Mais voilà, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus sur cette distance-là? Ce qui me plaît plus sur les ultras, en fait, je pense, et beaucoup de coureurs se reconnaîtront, je pense, c'est toutes les émotions qu'on peut ressentir pendant une ultra. C'est plus que le fait de courir, on passe par tellement de choses que je suis pas sûre qu'on puisse le ressentir sur d'autres sports. En tout cas, pas des sports d'endurance comme ça. On passe par des hauts, des bas, des émotions intenses. Et puis après, on a les souvenirs, les beaux paysages. C'est vraiment une question d'émotion plus que le reste, en fait. Et justement, en parlant d'émotion, lorsqu'on arrive au pied de la Tour Eiffel et on sait qu'on a juste le premier étage à monter et qu'on va remporter la course, c'est quoi l'émotion à ce moment-là? C'est une sorte de fierté absolue, c'est une exaltation, de se dire je me dépêche, on ne sait jamais si on me rattrape derrière. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête de Marilyn au moment où elle s'apprête à remporter l'Eco-Trail? Alors, je m'attendais à ce que la ligne d'arrivée officielle soit en bas de la Tour Eiffel, parce que quand je l'avais fait en 2019, c'était le cas. Oui, c'est vrai. Donc j'ai demandé la question, non, c'est en haut. Bon, du coup, on va peut-être quand même moins. La dernière fois, j'avais pris mon temps, j'avais pris des photos et tout. Là, du coup, je savais qu'on m'avait dit qu'elle était à 20 minutes, donc j'avais un peu de temps aussi. Mais j'ai quand même pas trop traîné, on va dire. Et par contre, j'étais quand même hyper heureuse. Ces escaliers, c'est rien en fait. Une fois, tu sais que tu as terminé et que voilà, c'est. Bah écoute, on va pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu es très fatigué. Merci en tout cas de t'être prêté au jeu et puis de nous avoir donné quelques sensations. Et puis on espère te retrouver, pourquoi pas, sur un prochain trail. En tout cas, t'es la bienvenue dans le podcast. À très bientôt. Merci beaucoup. Et ce que je disais, c'est que je vous écoute beaucoup en fait, et j'avais jamais mis tête sur la voix. Et j'adore vos voix. Et maintenant, pendant les entraînements, j'écoute énormément de podcasts et je suis accro. Et tous les vôtres, je les écoute tout le temps aussi. Merci beaucoup. On espère que tu n'es pas trop déçu par les têtes que tu as mis sur les voix. Bah, tu sais que Fred est assez complexé au début avec sa voix. Il disait, tu sais, j'aime pas ma voix, le podcast et tout. Il est voilà. Et puis là, évidemment, tu vois, passe très très bien ta voix. C'est la voix de la sagesse. Non, vous avez franchement tous les deux les voix, ça passe hyper bien. Bah merci infiniment. Merci beaucoup, Marilyn. Bah écoute Fred, ça va être le moment de se quitter. Ça a été une très belle journée. Et puis je tiens à remercier l'organisation de l'Eco-Trail de Paris de nous avoir donné cette opportunité d'enregistrer un épisode à l'occasion de la course. Merci infiniment aux équipes aussi de Sunday Night Productions, Nolwenn pour la rédaction de l'émission, Pierre-Emmanuel et Lauriane à la production. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Trail, puisque cette année, on vous le dit déjà, on va couvrir la saison de Trail avec beaucoup de plaisir. Donc à très vite. À très vite.